J'écris les plus hauts faits d'un siècle inquiet. Je dis les empires, les couronnes, les sceptres que la vanité du monde estime et glorifie. Je raconte les guerres, la mort d'un demi-million d'hommes, les meilleurs de l'univers, les incessants conflits d'un demi-siècle. C'est ainsi que Prudencio de Sandoval débute son ouvrage Histoire de la vie et des actes de l'empereur Charles Quint. C'est ainsi qu'il préfigure le XVIe siècle, ce siècle qui fait de l'Espagne la première puissance européenne. Nous verrons ici comment les règnes de Charles Quint et de Philippe II ont offert un siècle d'or à l'Empire espagnol. Au début du XVIe siècle, ce que l'on appelle aujourd'hui l'Espagne est loin d'être un seul et unique royaume. En Europe d'abord, le roi des Espagnes est roi de Castille, roi d'Aragon, roi de Navarre, prince de Catalogne, roi de Valence, roi de Galice, prince des Asturies, prince des provinces basques, roi de Majorque, et en Italie, roi de Naples, roi de Sicile et enfin roi de Sardaigne. Toutes ces possessions sont régies par leurs propres lois et possèdent leur propre administration. La plupart de ces territoires sont d'ailleurs dirigés, au nom du roi des Espagnes, par des gouverneurs ou des vice-rois. Tous ces territoires sont regroupés en deux grands ensembles, les territoires qui dépendent de la Castille et ceux qui dépendent de l'Aragon. Il y a d'ailleurs des douanes entre ces deux ensembles et on n'utilise pas les mêmes monnaies. Quoi qu'il en soit, le cœur des Espagnes, c'est la Castille. C'est le domaine le plus vaste et le plus peuplé du roi. C'est également ici qu'il tire la majorité de ses soldats et de ses revenus. Malgré tout, le roi des Espagnes n'est pas un roi absolu. Il n'est ni sacré, contrairement au roi de France, ni tout-puissant, puisqu'il dépend grandement de certaines assemblées pour lever les impôts. Mais au XVIe siècle, déjà, l'influence espagnole ne se limite pas à l'Europe. Le roi possède les îles Canaries depuis la signature des traités de Tordesillas en 1494, tandis que plusieurs colonies ont déjà été installées dans les Antilles depuis les découvertes de Christophe Colomb. Mais malgré toutes ces divisions, les ambitions de deux souverains en Europe et les actions ingénieuses de certains colons en Amérique vont faire du XVIe siècle l'âge d'or de l'Espagne. En 1516, Charles de Habsbourg, duc de Bourgogne, hérite des royaumes espagnols. Quelque temps plus tard, il hérite également de l'Autriche et parvient à se faire élire empereur du Saint-Empire. Charles Quint se retrouve donc à la tête d'un empire gigantesque, mais beaucoup de ces territoires sont loin de lui appartenir directement. Le Saint-Empire n'est qu'un ramassis de princes que l'empereur ne peut pas réellement contrôler, tandis que l'Autriche est de fait dirigée par le frère de Charles, Ferdinand de Habsbourg. Le centre politique, économique et militaire de l'empire de Charles Quint sont donc les royaumes d'Espagne et le duché de Bourgogne. Quoi qu'il en soit, Charles Quint va durant tout son règne s'affairer à devenir le plus puissant souverain de son temps. Cette ambition lui attire évidemment de nombreux ennemis. Le premier d'entre eux, et sûrement le plus inévitable, c'est le roi de France. D'abord François Ier, puis son fils Henri II. On en a déjà parlé sur la chaîne, mais Charles Quint affronte 5 fois les Français au cours de son règne. Chacun de ces conflits sont très coûteux et leurs conclusions sont souvent hasardeuses. En 1526, avec le traité de Madrid, Charles Quint gagne la Bourgogne française, la ville de Gênes, le duché de Milan et se fait reconnaître comme roi de Naples. Mais en 1527, le traité est brisé par la France, il est suivi en 1529 par la paix des Dames qui adoucit l'ancien traité. François Ier sauvegarde la Bourgogne, mais il abandonne ses revendications sur les Flandres et l'Artois. En 1536, un nouveau conflit éclate. Il s'achève sur un statu quo en 1538, puis est suivi par une autre guerre, en 1542, qui aboutit sur la paix de Crépy. Avec celle-ci, les deux souverains s'entendent sur le sort du duché de Milan, tandis que François Ier abandonne ses revendications sur Naples. En 1552, les combats reprennent et s'achèvent en 1556 sur une nouvelle trêve. Tous ces conflits, au-delà d'affaiblir les deux camps, permettent au moins un gain territorial clair. Charles Quint met définitivement la main sur le duché de Milan, tandis que le roi d'Espagne devient le garant de l'ordre en Italie. Mais le règne de Charles Quint ne se limite pas à ses conflits avec la France. L'empereur, il trouvait également en son homonyme turc
Soliman le Magnifique, un adversaire puissant. Au début du XVIe siècle, les Ottomans sont parvenus à s'imposer en Égypte et en Syrie. Ils sont alors, aux yeux des Européens, la plus grande menace que le christianisme ait connue. Durant tout son règne, Charles Quint mène la guerre face aux musulmans sur deux fronts. En Europe de l'Est, d'abord, où Soliman parvient à mettre la main sur Belgrade, aux portes du Saint-Empire, dès 1526. Mais durant les années qui suivent, les chrétiens parviennent à récupérer en partie la Hongrie, ce qui pousse Soliman à répliquer. Il s'avance alors jusqu'à poser le siège devant Vienne, la capitale impériale, en 1529. Mais le siège n'aboutit pas, et le sultan est forcé de se retirer. Il échoue une fois de plus devant Günz, en 1532, ce qui met fin à ce conflit. Celui-ci est suivi en 1541 par une autre guerre. Celle-ci tourne rapidement en faveur des Turcs. En 1541 donc, Ferdinand de Habsbourg accepte de payer un tribut aux Ottomans pour garder ses terres en Hongrie. Mais c'est surtout en Méditerranée que Charles Quint affronte les musulmans. À partir de 1520, les barbaresques, des corsaires musulmans, s'installent un peu partout sur la côte du Maghreb. Ils s'attaquent ensuite aux navires chrétiens, font des razzias sur les côtes européennes et détruisent les avant-postes espagnols d'Afrique du Nord. C'est pour cette raison qu'en 1535, Charles Quint prend la tête d'une flotte de 70 galères pour déloger les pirates de Tunis. L'opération est une grande réussite. En 1541, il cherche à réitérer l'exploit en s'attaquant à la ville d'Alger. Mais la flotte, de plus de 500 navires levés à cette occasion, échoue lamentablement. Dans les faits, les efforts espagnols sont inutiles. La Méditerranée restera pendant longtemps encore le terrain de jeu des corsaires musulmans. Malheureusement pour Charles Quint, l'ennemi n'est pas toujours extérieur. Le Saint-Empire est la proie d'un élan de réforme religieuse durant tout le XVIe siècle. Celui-ci débute avec la publication des 95 thèses de Martin Luther, l'un des nombreux clercs scandalisés par la corruption au sein de l'Église. Cette contestation religieuse se transforme rapidement en la réforme protestante, tandis que de plus en plus de princes de l'Empire sont séduits par les idées de ce dernier. L'empereur tente bien de réagir dès 1521 en convoquant Luther devant la diète impériale. Mais l'homme refuse de se rétracter. C'est pourquoi il est mis au ban de l'Empire par Charles Quint. Mais cela n'arrête rien, puisque Luther est accueilli par le prince électeur de Saxe. Il continue alors de publier de nombreux textes, dont une traduction de la Bible en allemand. Les princes protestants, de plus en plus nombreux, se réunissent en une ligue pour défendre leurs intérêts dès l'année 1531. À leur tête, on retrouve la Saxe et la Hesse. Une guerre éclate finalement avec l'empereur en 1546. Charles Quint écrase militairement la Ligue, mais l'usage de la force ne permet pas de faire reculer la réforme. Un nouveau conflit entre la Ligue, soutenue par la France, et l'empereur éclate en 1552. Cette fois, les protestants prennent l'avantage et Charles Quint est contraint de signer la paix de Passau qui permet aux protestants de pratiquer leur culte. En 1555 est finalement signée la paix d'Augsbourg. Avec celle-ci, le protestantisme est reconnu légal dans tout l'Empire. À partir de ce moment, c'est le prince qui décide de la foi au sein de son État. Charles Quint est épuisé par son règne compliqué, fatigué par la multitude de conflits qu'il a menés et abattu par la propagation de la réforme au sein de l'Empire. En 1556, il décide d'abdiquer. Ses possessions sont alors partagées en deux. D'un côté, son frère, Ferdinand de Habsbourg, garde les territoires d'Autriche, de Bohême et de Hongrie, qu'il dirigeait déjà. Il prend également la suite de son frère à la tête de l'Empire. De l'autre côté, Philippe, le fils de Charles Quint, obtient toutes ses possessions d'Espagne, d'Italie et de Bourgogne, ainsi que l'énorme empire colonial de son père. Un empire dont nous n'avons pas encore parlé jusqu'ici. On l'a vu, lorsque Charles Quint accède au trône des Espagnes, son empire colonial ne se limite qu'aux Antilles. Pourtant, lorsqu'il abdique, la couronne d'Espagne est à la tête d'un tiers du continent américain. La conquête de l'Amérique par les conquistadors a donc été d'une incroyable rapidité. Avec peu d'hommes et peu de moyens, certains hommes ambitieux sont parvenus à soumettre des territoires gigantesques et à faire tomber les deux grands empires de la région. Ce phénomène, il débute avec l'expédition d'Hernán Cortés. En février 1519,
il part illégalement de l'île de Cuba à la tête de 11 navires et de 500 hommes. Ils emportent avec eux 13 chevaux et quelques canons. Dès juillet, ils fondent la ville de Veracruz, qui deviendra le principal port de la région. Ils demandent ensuite, à plusieurs reprises, à rencontrer l'empereur aztèque, mais ce dernier refuse à chaque fois. Pour cette raison, Cortés prend la route de Tenochtitlan en octobre. Sur la route, il s'allie avec les Totonacs et les Tlaxcaltèques, certains rivaux des Aztèques. Avec eux, il incendie la ville de Cholula, la seconde plus importante de l'Empire, avant de continuer sa route vers la capitale. Dès novembre, il arrive à Tenochtitlan, où il est chaleureusement accueilli par l'empereur. Malheureusement, une succession d'événements pousse finalement les Espagnols et les Aztèques à la guerre. En 1520, les conquistadors remportent la bataille d'Otumba, à 500 hommes contre plusieurs dizaines de milliers. Dès 1521, les Espagnols s'emparent de Tenochtitlan avec l'aide de leurs alliés amérindiens. En 1523, Cortés envoie 400 hommes conquérir le Guatemala, le Salvador et le Honduras actuel. En 1525, le dernier empereur aztèque est tué, tandis que Cortés est placé à la tête de la Nouvelle-Espagne par Charles Quint. La conquête de la colonie ne s'achèvera qu'en 1544, lorsque les conquistadors mettent un terme à la résistance des Mayas plus au sud. Les exploits de Cortés font rêver tous les colons espagnols. C'est pour cette raison que Francisco Pizarro prend la mer avec 2 navires en 1526. Il part à la découverte du Pérou, une terre qui serait infiniment riche. En août 1526, l'expédition atteint Atacames, une ville de l'Empire Inca. Mais elle semble trop puissante pour que les Espagnols ne s'en emparent. Ils font donc marche arrière, mais Pizarro se rend compte de la richesse de l'endroit. En 1528, il rencontre Charles Quint et le convainc de financer une nouvelle expédition. C'est ainsi que le conquistador part de la ville de Panama en 1530 à la tête de 3 navires et 180 hommes. La petite flotte accoste au Pérou où les Espagnols découvrent un empire inca en pleine guerre civile entre 2 prétendants au trône. Pizarro tourne la situation à son avantage. Il capture l'un des prétendants au prix d'un lourd massacre pour les Incas, à 170 Espagnols contre 7000 indigènes, tandis que le second prétendant meurt exécuté par l'armée de son frère. Les conquistadors ont donc capturé l'empereur, le vainqueur de la guerre civile, mais ayant peur de son pouvoir, ils décident de l'éliminer. L'empire Inca, sans souverain, devient alors une cible facile pour les Espagnols. Dès 1534, Pizarro s'empare de Cusco, la capitale. L'année suivante, il fonde Lima, qui deviendra la nouvelle capitale de la colonie espagnole. Durant des dizaines d'années, les Espagnols combattront pour le contrôle du Pérou, mais ce n'est qu'en 1572 que la résistance des Incas s'éteint avec la mort de leur dernier empereur. Une multitude d'autres expéditions permettent aux Espagnols de conquérir les territoires entre le Mexique et le Pérou, reliant ainsi les 2 phares de l'empire américain de Charles Quint. Mais les Espagnols s'intéressent aussi aux Indes orientales. Ils découvrent les Moluques avec une nouvelle expédition lancée en 1525. Mais ces découvertes provoquent des conflits avec le Portugal, qui est déjà implanté dans la région. Le traité de Saragosse, signé en 1529, prévoit que les Moluques reviendront au Portugal, tandis que les Espagnols pourront prendre possession des Philippines. Cet empire colonial gigantesque est une aubaine pour Charles Quint, puisque chaque navire américain qui débarque en Espagne doit donner 1/5 de ses chargements d'or et d'argent au roi. Au vu du nombre conséquent de mines exploitées au Mexique et au Pérou par les Espagnols, cette taxe permet de financer bon nombre des entreprises de l'empereur. Certes, Charles Quint s'était hispanisé et avait choisi l'Espagne comme lieu pour mourir. Mais il n'en était pas moins un souverain européen qui a passé sa vie à voyager entre toutes ses possessions. Philippe II est lui né en Espagne. Il a choisi de régner depuis Madrid, en Castille, dont il fait la capitale de son empire. Il devient alors le premier véritable roi espagnol de la dynastie des Habsbourg, et c'est lui qui mènera sa couronne à son apogée. Son règne, il est avant tout synonyme d'une forte croissance économique. Durant celui-ci, la Castille est autosuffisante en blé,
notamment grâce aux fertiles terres de Vieille Castille. La production de vin et d'huile d'olive connaît une forte augmentation, notamment en Andalousie, en Nouvelle-Castille et à l'est de l'Aragon. C'est des produits qui sont destinés à être commercialisés. En parallèle de ces productions habituelles, on voit aussi des plantes américaines comme la tomate, l'abricot ou les petits pois être plantés sur les côtes du sud. Les élevages de moutons se font aussi très abondants sur la péninsule depuis la fin de la Reconquista. Des élevages qui permettent d'encourager une importante production textile à Ségovie et Cuenca. La métallurgie et la construction navale font également un grand bien à l'économie du pays. Toutes ces productions, elles sont doublées des apports d'or et d'argent venus des Amériques. Entre 1561 et 1580, la couronne a gagné 54 millions de ducats avec les marchandises venues des colonies. Entre 1581 et 1600, ce chiffre passe à 122 millions de ducats, soit une augmentation de 220%. Mais c'est un autre événement qui achève de faire de Philippe II le plus grand monarque d'Europe. En 1580, le roi Henri Ier du Portugal s'éteint. Il a alors deux héritiers légitimes, Antoine de Crato, qui est soutenu par la noblesse portugaise et la France, et Philippe II, qui compte bien revendiquer le trône. C'est pour cette raison que l'armée espagnole défait les troupes portugaises à Alcantara avant d'entrer dans Lisbonne en 1581. Philippe ajoute alors le Portugal à ses déjà nombreuses couronnes. Mais avec celui-ci vient son gigantesque empire colonial, tous ses comptoirs en Afrique et en Inde, ainsi que le Brésil. À l'image des autres royaumes ibériques, le Portugal sauvegarde son administration et ses conseils. Il n'est en rien rattaché à l'Espagne. Seul Philippe II relie les différents territoires. Une autre tendance du règne de ce dernier, c'est le respect de la religion catholique, en contraste avec le Saint-Empire qui se tourne de plus en plus vers le protestantisme. Pour cette raison, l'Inquisition se fait très forte en Ibérie. Elle châtie les rares foyers de réforme protestante. Mais ceux-ci sont en réalité plutôt rares en Espagne. Si bien que l'Inquisition cherche plutôt à punir les mauvais catholiques, ceux qui, à leurs yeux, tournent le dos au Seigneur. Philippe II accueille aussi la Compagnie de Jésus à Madrid. Celle-ci vise à convertir les infidèles et les hérétiques à la foi catholique. C'est ces jésuites qui seront particulièrement actifs dans les colonies espagnoles. Ils diffuseront ainsi le catholicisme en Amérique. Il y a plusieurs raisons à la prédominance espagnole en Europe sous le règne de Philippe II. Mais la première d'entre elles est sûrement la faiblesse et l'instabilité du royaume de France à cette époque. Cette faiblesse s'explique elle-même par deux facteurs, la diffusion de la réforme en France et la faiblesse du pouvoir royal. Entre 1547, la date de la mort de François Ier, et 1600, la France connaît 5 souverains. 2 d'entre eux sont jeunes et meurent tôt, si bien que le royaume connaît plusieurs périodes de régence qui affaiblissent l'autorité royale. En parallèle, les Huguenots, c'est comme ça qu'on appelle les protestants français, entrent régulièrement en opposition avec les catholiques et sont donc forcés de se battre pour survivre. Ces conflits sont la source de plusieurs guerres de religion dans le pays. Les Espagnes profitent évidemment de l'affaiblissement de la France et Philippe II n'hésite pas à s'engager militairement pour encourager la division au sein du royaume. C'est ce qu'il fait en 1589 lorsque le roi Henri III meurt. Ce dernier n'a pas d'héritier, c'est donc son petit cousin, Henri de Bourbon, qui doit hériter du royaume. Mais celui-ci est huguenot, et pas n'importe lequel. C'est lui le chef de file du parti protestant en France. De plus, les catholiques extrémistes sont loin d'accepter l'accession d'un huguenot au trône. Sans oublier que le Parlement de Paris rappelle que la catholicité du roi de France est une loi fondamentale du royaume. Et personne, ni même le roi, ne peut outrepasser ces lois. Les Espagnols soutiennent alors la Ligue catholique contre les troupes d'Henri de Bourbon. Mais ce soutien s'avère être une aubaine pour ce dernier. Il se convertit au catholicisme en 1593 et se fait sacrer roi de France l'année suivante. Il déclare ensuite officiellement la guerre à Philippe II, ce qui lui permet de pointer la Ligue catholique comme traître du royaume, puisqu'elle est alliée à un ennemi de celui-ci. Avec la paix de Vervins en 1595,
Philippe II s'avoue vaincu et restitue aux Français tous les territoires occupés. Mais la France n'est pas la seule ennemie de Philippe II, loin de là même, puisque le véritable adversaire est intérieur. C'est les Provinces-Unies. Dans le nord des Pays-Bas, nombreux sont les nobles qui adoptent la foi protestante. Mais le pouvoir royal en Espagne combat ardemment celle-ci. Il y a donc une séparation confessionnelle qui se fait entre cette région et le reste des possessions de Philippe II. Ce dernier n'hésite alors pas à punir les nobles qui abandonnent la foi catholique. C'est pour cela que les comtes d'Egmont et de Horns sont exécutés en 1568. Des milliers de peines de mort sont alors décrétées jusqu'en 1573. Mais celle-ci, en plus d'être inefficace, provoque la sécession des provinces protestantes. Les Pays-Bas sont alors proie à une guerre d'indépendance. Tandis que le Nord cherche à s'extirper du giron espagnol, le Sud, lui, reste fidèle à la couronne. En 1583, les provinces protestantes proclament la République. Celles-ci sont soutenues par la reine d'Angleterre, Élisabeth Ier, ce qui entraîne les Espagnes dans une guerre contre celle-ci. En 1585, les Pays-Bas espagnols sont parvenus à reconquérir de nombreux territoires au nord. En parallèle, les Anglais envoient leur flotte en Amérique pour s'attaquer aux colonies espagnoles, tandis qu'une expédition menée par Francis Drake s'attaque à la flotte ibérique positionnée à Cadiz, et parvient même à attaquer plusieurs châteaux portugais. En 1588, Philippe II envoie une flotte gigantesque de 130 navires à l'invasion de l'Angleterre. Mais ces navires sont faits pour naviguer dans l'océan, pas dans la Manche. Ils sont alors harcelés par les navires anglais plus légers, tandis que la météo finit de mettre un terme à l'expédition. Seuls 87 bâtiments rentreront en Espagne. En 1589, c'est au tour de l'Angleterre de lever une flotte de 150 navires pour s'en prendre au Portugal et y réinstaller le roi Antoine Ier, qui avait été destitué par Philippe II auparavant. Mais l'expédition est également un énorme échec, et seuls 110 d'entre eux rentreront aux îles britanniques. En 1596 enfin, une nouvelle flotte anglaise parvient à s'emparer et à piller la ville de Cadiz, tandis que 40 navires de guerre espagnols sont coulés. Après ce règne mouvementé, Philippe II meurt finalement en 1598, laissant à son fils Philippe III un empire gigantesque. Les règnes de Charles Quint et de Philippe II font incontestablement de l'Espagne la première puissance européenne. En 1598, Philippe III hérite des royaumes espagnols, du Portugal, des royaumes de Naples et de Sicile, du duché de Milan, ainsi que des territoires bourguignons de son grand-père. À cela, il faut ajouter le gigantesque empire colonial qui s'est agrandi sous les règnes de ses prédécesseurs, et avec celui-ci, l'arrivée massive d'or et d'argent en Espagne. Cependant, bien que le règne de Philippe II représente l'apogée de la puissance espagnole, celui-ci s'achève sur une note amère qui annonce déjà le déclin du pays. Les Provinces-Unies gagnent de fait leur indépendance, tandis que la guerre avec l'Angleterre est un trou financier et une catastrophe pour la marine espagnole. En parallèle, la France gagne un souverain capable, qui prédispose déjà le regain en puissance du pays, alors qu'au sud, la Castille perd la majorité de ses attaches au Maghreb face aux barbaresques. Le siècle suivant s'annonce être bien plus sombre pour les Habsbourg d'Espagne. Mais ça, nous le verrons dans la prochaine vidéo.